Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. On est maintenant en janvier 1933, Hitler devient chancelier, mais le régime nazi n'existe pas encore tout à fait. Il y a un gouvernement, il y a une majorité fragile, il y a un président du Reich qui est toujours en place, une constitution formellement intacte, une administration profondément conservatrice et largement méfiante à l'égard des nazis, on l'oublie souvent. Autrement dit, c'est vrai que le pouvoir est conquis, mais pas sécurisé. Je pourrais revenir sur ce qu'on appelle l'élection d'Hitler, il a été élu, non pas tout à fait, mais enfin bon. C'est pas le sujet. Et c'est précisément à cet instant que Hermann Göring devient vraiment indispensable. Göring ne reçoit pas un ministère secondaire, en fait. Il devient ministre de l'Intérieur de Prusse. Ce titre peut sembler technique, ministre de l'Intérieur. Bon, en réalité, il est décisif. La Prusse, c'est plus de la moitié du territoire allemand. C'est l'essentiel de la population. La majorité des grandes villes, Berlin compris. La police prussienne, c'est la plus puissante d'Allemagne. Et celui qui contrôle cette police dispose d'un instrument de coercition sans équivalent. Et Göring comprend immédiatement que le sort du régime va se jouer là, pas au Parlement, pas dans les discours encore une fois, mais dans la maîtrise de la violence légitime. Dès son entrée en fonction, il rompt avec toute neutralité administrative. D'abord, il politise la police, il la nazifie. Il commence par une mesure qui rétrospectivement marque un point de non-retour, l'intégration massive de membres des SA et des SS comme Hilfspolizisten, policiers auxiliaires. Je ne parle pas allemand. Bref, ce ne sont pas des policiers formés, ce sont des militants violents, endurcis à la rue, porteurs d'une haine idéologique explicite. Mais désormais, ils ont un brassard officiel. Ils agissent au nom de l'État. Filer une matraque à quelqu'un, et il s'en servira, très clairement. La conséquence est immédiate. La violence devient légale. L'arbitraire devient administratif. Et l'intimidation devient procédure. Göring ne se contente pas d'autoriser cette violence. Il l'encourage et il la protège. Il déclare même publiquement que chaque policier qui fera usage de son arme contre un, je mets des guillemets, ennemi de l'État, sera couvert. Inversement, toute retenue face à ses ennemis sera considérée comme une faute, limite une trahison. Le message est limpide, la police n'est plus là pour arbitrer, elle est là pour éliminer. Et très vite, ça explique, les arrestations se multiplient, communistes, sociaux-démocrates, syndicalistes, les intellectuels, des militants de base, on arrête large, parfois sans dossier, souvent sans chef d'accusation précis, je rigole mais c'est pas drôle. La logique n'est pas judiciaire, elle est préventive. Mais cette vague de répression pose un problème pratique. C'est un peu comme partout, c'est un peu comme aujourd'hui, les prisons sont saturées, la justice ordinaire est lente, les juges hésitent encore, les juges ne sont pas nazifiés eux. Et Göring ne cherche pas à réformer la justice. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement la court-circuiter. Et c'est dans ce cadre qu'apparaissent les premiers camps de concentration, et c'est ici, précisément, que la responsabilité, j'insiste, de Göring est centrale. Le camp d'Oranienburg, en Prusse, n'est pas une création marginale de la SS. Il dépend directement du ministère de l'Intérieur prussien. Il est placé sous l'autorité de la police contrôlée par Göring. Ce camp, entendons-nous bien, n'a pas encore vocation à exterminer. Il a une autre fonction tout aussi fondamentale, il faut être honnête, briser, terroriser, désocialiser. On y enferme sans jugement, on y humilie, on y frappe, on y fait disparaître temporairement ceux qu'on ne veut plus voir dans l'espace public. Et l'objectif, c'est pas seulement de punir les opposants, il est d'envoyer un message à toute la société allemande. Le droit peut être suspendu, la liberté peut être retirée, la violence peut frapper sans explication. Göring justifie tout ça par un discours pseudo-étatique. Il parle d'ordre, de sécurité, de sauvegarde nationale. C'est là l'un de ses talents majeurs, enrober la brutalité dans le langage de l'administration. Il ne parle pas de terreur, il parle de mesures de protection. Il ne parle pas d'arrestation arbitraire, il parle de détention préventive. Et quand on change les termes, c'est toujours comme ça qu'on en arrive à ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle un glissement lexical. Et ce glissement lexical, il est capital. Il permet à la violence de s'installer sans apparaître comme une rupture totale. L'État continue d'exister. Il est simplement retourné contre une partie de sa population. Mais Göring va plus loin.
Il comprend que la violence ne doit pas seulement être dirigée vers l'extérieur du régime, elle doit aussi servir à le discipliner de l'intérieur. Parce qu'en 1933-1934, une autre menace pèse sur le pouvoir nazi. Une menace qu'il ne soupçonnait pas évidemment à la base. Nous, on connaît l'histoire. Les SA. Et oui, les SA, ça a été l'instrument de la conquête. Elles sont nombreuses, elles sont brutales, socialement radicales, et surtout imprévisibles. Du coup, elles inquiètent l'armée, les industriels, les élites conservatrices dont le régime a quand même encore besoin. Et Göring est l'un des premiers à percevoir ce danger. Il se positionne alors comme un homme de compromis, c'est étonnant, hein, un nazi fiable pour les conservateurs, un garant de l'ordre pour les élites traditionnelles, c'est quand même incroyable. Il renforce ses liens avec la Reichswehr, il se rapproche des milieux industriels, il se pose en homme d'État responsable face à l'agitation des SA. Et c'est cette stratégie qui aboutit en juin 1934 au moment de la nuit des longs couteaux. Göring participe activement à la préparation de l'opération, vous connaissez, il mobilise la police prussienne, il fournit les listes, il organise l'exécution administrative des ennemis désignés. La purge, finalement, ne vise pas seulement les chefs des SA, elle élimine aussi des adversaires personnels, des rivaux politiques, des figures jugées encombrantes. Le meurtre devient là clairement un instrument de gouvernement. À l'issue de cette opération, je ne reviens pas dessus parce que je pense que tout le monde la connaît, le message est clair, la violence appartient désormais à l'État nazi, pas à ses milices. Et Hermann Göring en sort considérablement renforcé. Il a prouvé qu'il savait manier la force, qu'il savait même la contrôler, qu'il savait l'utiliser pour stabiliser un régime. Et à la fin de l'année 1934, une chose est acquise, la dictature hitlérienne est en place. Et elle ne s'est pas imposée malgré l'État, elle s'est imposée par l'État, grâce à des hommes capables de transformer des institutions ordinaires en instruments de domination. Attention, c'est souvent comme ça, je reviendrai dessus un de ces jours, mais c'est souvent comme ça que ça arrive. C'est pas par un coup de force forcément militaire ou quoi que ce soit. C'est intéressant. Hermann Göring, donc, est l'un de ces hommes, peut-être le plus décisif, en fait, dans cette phase fondatrice. La terreur nazie ne naît pas dans l'ombre, elle naît dans les bureaux. Et Göring en est l'un des architectes majeurs.